Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'opposition congolaise dévoile sa feuille de route pour 2019. Parmi les axes prioritaires, la refonte du fichier électoral dès cette année par la voix de leur chef de file, Pascal Tatima Biala. Les opposants invitent le pouvoir de Brazzaville à un dialogue inclusif et constructif sur ces questions qui engagent l'avenir du pays. Le cauchemar de l'inflation de retour au Zimbabwe. Le taux annuel a atteint plus de 66% au mois de mars. Les populations craignent le retour d'une hyperinflation semblable à celle des années 2008-2009. Et peut-être un nouvel espoir dans la lutte contre le paludisme. L'OMS teste actuellement un vaccin expérimental au Malawi, vaccin présenté comme le plus avancé à ce jour contre le paludisme, une maladie qui fait chaque année plusieurs centaines de milliers de morts à travers le monde. En République du Congo, l'opposition se dit favorable au dialogue. C'était ce mercredi lors d'une conférence de presse sous la direction de son chef de file Pascal Tatima Biala qui exhorte le pouvoir à faciliter la tenue de ces assises. L'opposition qui, elle, a d'ores et déjà dévoilé sa feuille de route. Reportage de notre correspondante Eva Pansou. La feuille de route que l'opposition politique congolaise a présentée ce mercredi 24 avril 2019 est axée sur 4 priorités. La première, la gouvernance électorale, avec entre autres la réécriture de la loi électorale et le renouvellement de la Commission nationale électorale indépendante, devrait permettre d'offrir au peuple congolais un processus électoral débarrassé des dysfonctionnements depuis 2002. Si on règle le problème de la gouvernance électorale, la manière d'organiser les élections, je vous assure, nous aurons fait éviter à notre peuple tant de drames et tant de querelles inutiles. Les meilleures élections qu'on ait pu organiser, c'est 92. On a voté des députés, on a voté des conseillers, des sénateurs, on a voté le président de la République. Il n'y a pas eu la moindre contestation. Par ailleurs, l'opposition entend développer sa communication interne afin de renforcer sa visibilité. La crise du pool et la crise socio-économique et financière sont encore trop préoccupantes. Toutes les forces politiques de la nation proposent depuis plusieurs mois le dialogue comme solution. Mais pour l'opposition politique congolaise, ce dialogue doit être différent des précédents. Il ne s'agit pas de venir imposer. Il s'agit de débattre avec l'opposition. Parce que le dialogue, en réalité, là où le dialogue existe, nous on l'a biaisé. Nous, le dialogue, c'est avec 1000, avec 3000. Mais c'est deux. C'est-à-dire qu'ils ont deux points de vue opposés. Mais aujourd'hui, c'est nous. L'opposition dans toute sa structure aujourd'hui. L'opposition politique congolaise est composée jusque-là de 12 partis politiques qui ont tous approuvé ce programme annuel. Mais avec une subvention de 150 millions de francs CFA par an, payée partiellement par tranche, l'opposition pourrait manquer de moyens pour exécuter sa feuille de route et obtenir les résultats escomptés. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en déplacement ce mardi à Kisangani, à l'est de la RDC, où il a promis la nomination prochaine d'un Premier ministre, mais aussi son programme d'urgence de 100 jours en faveur de cette ville, l'une des plus pauvres du pays. Reportage Jacques Mboka, Viviane Bauken. Kisangani a accueilli ce mardi 23 avril le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours, mais aussi de contact avec la population du Congo profond, a entamé depuis quelques semaines une tournée dans les provinces. Ici, Félix Tshisekedi va procéder au lancement de divers travaux d'intérêt commun. Dans ce cadre, le chef de l'État a inauguré le pont Lubuntu qui relie la province de la Chopo à celle du Maniema. Long de 30 mètres et d'une capacité de 60 tonnes, les travaux de ce pont n'ont duré que 25 jours. Notre promesse était de travailler pour le peuple. C'est la raison de ma tournée dans les provinces. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont porté leur choix sur moi et signifier aussi à ceux qui ne m'ont pas voté que je suis aussi leur président. Troisième ville du pays, Kisangani est le chef-lieu de la province de la Chopo, démembrée de la province orientale. Une ville qui représentait dans le passé un atout majeur pour l'économie du pays, mais aujourd'hui démunie de presque toutes les infrastructures de base. La population attend du chef de l'État des actes concrets pour le développement de sa province. Nous avons tant de difficultés dans cette ville. Nous avons des problèmes d'électricité et de routes. Toutes les routes ici ne sont plus en bon état. Ainsi, nous demandons au président de la République et ceux qui l'accompagnent d'œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes de cette ville. Conscient des attentes de la population, le président de la République, qui revient dans cette ville après son passage en décembre 2018 lors de la
la campagne électorale, a soutenu devant la population de cette partie du pays que son gouvernement, dont la publication sera annoncée dans les jours qui viennent, va s'atteler à trouver des solutions rapides aux maux qui rongent cette entité territoriale. En République démocratique du Congo, où Janine Mabunda est devenue ce mercredi la première femme élue au perchoir. La députée du parti de l'ancien président Joseph Kabila est la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale avec 374 voix sur 500 portées par la coalition du Front commun pour le Congo. Elle était la seule candidate après l'invalidation de la candidature de son challenger Henri Thomas Lokondo. Au Zimbabwe, malgré la suppression de la parité fixe entre la supposée monnaie locale et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper. Ceux du pain, du beurre ont doublé. Même chose pour les transports en commun face à cette inflation qui bat des records, réduisant à néant les promesses de sortie de crise du gouvernement. Les Zimbabwéens craignent à présent de revivre le cauchemar des années 2008-2009. Corinne Comdem. Au cours des 11 dernières années, le Zimbabwe a connu 2 épisodes d'hyperinflation. Plus que toute autre nation au cours de la même période, le Zimbabwe est à nouveau en difficulté. La population en grande souffrance n'a même plus accès aux produits de base. Le prix du pain a presque doublé cette semaine, passant de 1,80 $ à 3,50 $. Quant au tarif du trajet en minibus, il a augmenté de 50 à 100%. Une monnaie ne vaut que par la confiance que les gens ont en elle et en l'économie. Et aujourd'hui, le peuple zimbabwéen, les économistes, les hommes d'affaires, en tout cas ceux qui évoluent dans l'économie, n'ont pas confiance en cette monnaie-là et les autorités ont failli. Ont failli parce qu'aujourd'hui, l'économie zimbabwéenne n'arrive pas à produire, à être suffisamment dynamique pour justement avoir une monnaie qui représente cette économie-là. Manque de liquidité, monnaie en chute libre, chômage endémique. À cela s'ajoute le cyclone Idai qui a touché le pays le 14 mars. Le retour de l'inflation a rappelé des souvenirs d'il y a 10 ans lorsque l'hyperinflation avait atteint 500 milliards de %, anéantissant le dollar zimbabwéen. Le président Emmerson Mnangagwa, qui s'était engagé à relancer l'économie exsangue de son pays après le départ de Robert Mugabe en 2017, est au pied du mur. Le Zimbabwe, elle est victime non pas de produits de première nécessité qui auraient augmenté par eux-mêmes. Non, mais c'est la monnaie, le vecteur par lequel on acquiert ces produits-là qui est devenu beaucoup plus cher, plus rare, donc plus cher, et ils sont victimes de cette inflation. Comment vont-ils s'en sortir? Il faut déjà que le pays relance sa production, mais d'une manière sérieuse. Selon l'Institut national de la statistique, le taux annuel d'inflation a atteint en mars 2019 66,8%, le deuxième plus haut dans le monde. Malgré la suppression de la parité fixe entre la pseudo-monnaie locale, le RTGS dollar et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper, réduisant à néant les promesses de sortie de crise du gouvernement. Et ce jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, maladie parasitaire très répandue qui menace près de la moitié de la population mondiale, qui a causé le décès de 435 000 personnes en 2017. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Alors la maladie est encore loin d'être éradiquée, mais on constate néanmoins depuis 15 ans une baisse du nombre de cas, 41% selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais par ailleurs, aucun vaccin n'est encore commercialisé. Mais des essais sont en cours. Alors, l'OMS a lancé cette semaine au Malawi un premier test grandeur nature d'un vaccin expérimental. Le test doit se poursuivre au Ghana, mais aussi au Kenya. L'objectif est d'immuniser 360 000 enfants d'ici à l'année prochaine. Ce vaccin peut être un développement majeur dans la lutte contre la maladie. Aïssatou Diamant-Cabesland. Un test à grande échelle du vaccin contre le paludisme a été lancé mardi 23 avril au Malawi par l'Organisation mondiale de la santé. Le dit vaccin baptisé RTSS permettra de réduire d'environ 40% le nombre de cas de paludisme pendant les 4 années de suivi et de près de 30% le nombre de cas de paludisme grave. Je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à cette phase du vaccin, c'est une bonne chose pour le monde de Palu. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit encore les chiffres, plus de 445 000 personnes qui meurent par an, je ne sais pas si on va pouvoir l'éradiquer complètement grâce au vaccin, mais on va pouvoir limiter en tout cas le processus du palu au sein en tout cas de la population. Je
Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Les résultats des tests pourraient être connus d'ici 2 ans. S'ils s'avèrent positifs, le vaccin pourrait être déployé plus largement dans d'autres pays africains. Il viendra compléter les stratégies de lutte contre le paludisme déjà existantes, notamment sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés, la pulvérisation d'insecticides dans les habitations et le traitement préventif des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait toute une lutte au niveau de la prévention et notamment avec toute la phase qui a eu lieu avec les moustiquaires imprégnés, notamment de longue durée. Ensuite, on a eu la prévention et le fait de comment pouvoir éliminer dans l'habitat et à l'extérieur de l'habitat, donc avec les pulvérisations. Sont sortis également ce qu'on appelle les ACT, l'Artemosium amodiaquine notamment, et c'est ce qui permettait de stopper le palu. Ces tests vont concerner 360 000 enfants chaque année vivant dans des régions exposées au paludisme. Les 3 pays pilotes où vont se dérouler les tests sont le Malawi, le Kenya et le Ghana. Il serait plus de 250 000 enfants âgés de moins de 5 ans à succomber à la maladie chaque année sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.